Je vous propose de regarder un nouveau reportage. Carrément, on arrive. Voilà à quoi servent les ferrailleurs, les nettoyeurs de la nature. Regardez, quand on voit des terrains comme ça, on est là, alors on passe, on essaye de voir si on peut les nettoyer. Bien. Oui. Vous allez bien? Ah. Bon. Toujours pareil? Ouais. Alors vous voyez bien que le but du ferrailleur, hein, c'est de trier, c'est de faire un peu ce que les paysans n'ont pas le temps de faire pour eux. C'est d'envoyer chaque objet, chaque chose à sa place. C'est bien sûr, bon, ben, ça ramène un petit peu d'argent pour le ferrailleur. Une somme qui est vraiment minime et dérisoire. Toi, tu travailles? Ah, moi, je travaille tout le temps avec mon père. Alors il va à l'école, il apprend. Hein, il apprend pour être dans la vie active, pour être dans la vie sociale comme tous les autres. Mais il aime bien aussi notre petite vie, donc quand il a le moyen de ne pas aller à l'école, eh ben, il vient, il suit, puis il se régale. Qu'est-ce que tu fais à ton travail? La ferraille. Je ramasse. La ferraille, je ramasse la ferraille, le cuivre, l'alu et le métal. On passe chez les gens, c'est des gens qu'on voit, qu'on côtoie toute l'année, qui sont contents de nous voir. Alors moi, vous voyez, que je ramasse ou que je ramasse pas, j'aurai toujours le sourire. C'est pas grave, même si aujourd'hui j'ai pas fait quelque chose de formidable, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est le contact relationnel avec les gens qu'on côtoie. Les gens sont contents de nous voir et nous on est contents de les voir. Et vous, votre activité ici, c'est laquelle? C'est de récupérer tout ce que les déchets que monsieur fait, c'est-à-dire toutes les pièces outillages qui ne servent plus à rien, tout ce qui peut être dans le recyclage. Donc mon but à moi, c'est de récupérer toutes les pièces de ce monsieur pour pouvoir les amener dans un recyclage. Vous avez un intérêt à lui laisser récupérer vos matériaux. Quel est votre intérêt? Tout à fait. Nous, ben, ça débarrasse, ça fait un volume en moins pour nous, parce que bon, c'est quelque chose qui ne sert plus à rien quoi, hein, pour nous. C'est de la ferraille. Voilà, je suis monsieur Ayot, je suis un artisan des guerres et je fais dans les travaux publics, voilà. Et comment vous dire, j'ai les gens du voyage qui passent et qui me récupèrent la ferraille, je leur donne volontiers pour pas qu'ils me la volent, je préfère leur donner. Quoi. Et j'ai jamais de problème avec eux, quoi, voilà. Donc, Monsieur Giraud, vous êtes la personne qui apparaît dans ce reportage. On voit que vous avez de bonnes relations avec les artisans, les agriculteurs. Cependant, à la fin du reportage, on note que certains préjugés perdurent. Comment s'est créée cette collaboration et est-ce que la stigmatisation des gens du voyage vous a posé problème pour construire cette relation de confiance? Non, pas du tout. La relation que je me suis fait moi avec ces gens-là, c'est une relation normale humaine, comme tout citoyen français. Je suis passé les voir une fois, ils ont eu confiance en moi, donc ils m'ont demandé de repasser une deuxième fois, ainsi de suite, un peu comme tout le monde, quoi. Alors après, ils m'ont fait confiance. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont dire, comme le dernier qui a dit, je préfère la donner pour pas qu'on me la vole. Mais bon, en fait, quand on parle avec lui, il ne sait pas si c'est les gens du voyage ou si c'est le voisin qui l'a volé. Mais bon, voilà, non, mais ça, il faut le dire. Et on ne sait pas. Alors lui, moi, quand le reportage s'est terminé, j'ai quand même posé la question. Je lui ai dit, mais... Il me dit non, il m'a dit, Philippe, je ne dis pas que c'est toi, c'est peut-être mon voisin. Hein? Toi, tu es toujours passé, nous on s'arrange avec ce monsieur, moi je lui donne des cailles ou des perdrix ou ce que j'ai, et lui en compensation il me donne 2-3 bouts de ferraille. Mais son voisin par contre, et ça il ne le dit pas dans le reportage,
Lui, il lui prend 2-3 bouts de ferraille qu'il a besoin pour réparer son tracteur, mais il lui donne pas de perdu, il lui donne pas de caille. Alors ça, voilà. Et ça, après, c'est le problème. Les gens du voyage passent dans les maisons et ils se font passer pour des voleurs. Votre activité, avec la ferraille, vous permet de subsister à vos besoins? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça me permet juste de pouvoir rester sur place. Le temps de d'avoir scolarisé mes enfants, pas plus. Ça me ramène... c'est vraiment dérisoire. D'ailleurs, vous le voyez dans le reportage, c'est pas ce qu'on ramasse. Voilà. Vous parlez justement de la scolarisation de votre fils Anton, et vous en parlez comme facteur d'intégration sociale. Cependant, en ce qui concerne les filles, on a remarqué qu'à partir de l'âge prépubère, les gens du voyage, ils refusent quelquefois de les envoyer au collège. Pourquoi ? Ben, quand on regarde la télévision, je pense que tout le monde a la télévision chez eux, même les gens du voyage, hein. Vous voyez, ils ont des télés chez eux. Eh ben, quand on voit tout ce qui se passe, tous les problèmes, hein, quand on voit les soucis, les filles qui se font violer, la drogue, tout ça, ben, moi je me dis que ma fille elle est aussi bien chez moi, hein, c'est vrai. Et il y a le CNED pour nous aider, hein, pour scolariser nos enfants, pareil, mais ça se fait à la maison. Et au moins j'ai l'œil dessus. Quand on les envoie à l'école, au collège, vous savez ce que c'est d'enfant, hein, quand il prend un certain âge, il commence par la cigarette. Il veut fumer. Après, bon, mais il commence à l'ouvrir la cigarette et puis il va commencer à y mettre quelque chose dedans. Ben oui, mais bon, c'est la vérité, il faut être réaliste. Et puis après, bon, mais il va vouloir fréquenter. Hein, et si elle ne veut pas fréquenter, qu'est-ce qui va se passer? Les petits gagés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle est belle, elle est mignonne, ils vont y faire du rentre-dedans. Donc ça ne va pas le faire. Et tout ça, bon, je préfère protéger tout ça. Alors donc, je préfère pas l'envoyer au lycée, la garder chez moi. Vous pensez pas que c'est l'apprentissage de la vie, tout ça? Vous êtes vous-même pas passé par là? On va pas dire l'apprentissage de la vie. Parce que quand on voit que même, je vois ma fille qui a 12 ans, hein, non, c'est pas l'apprentissage de la vie. L'apprentissage de la vie, c'est d'être une petite fille de 12 ans, hein, qui joue encore, qui s'amuse, je pense, hein, qui pense pas à se maquiller, qui pense pas à s'habiller, qui pense pas à sortir. Moi, je me promène dans la rue, écoutez, je vois, hein, excusez-moi, je vois chez les gadgets, je vois les gamines de 13-14 ans, la mini-jupe, pomponnée, machin. Moi, écoutez, si c'est ma fille, elle rentre à la maison, mais directement. Moi, je suis contre ça. Je trouve ça inadmissible. Donc on a une autre question Internet. Ne pensez-vous pas que justement par vos craintes, vous risquez de pénaliser l'avenir de votre fille? Non, pas du tout, elle le vit très bien, hein, même elle en est consciente, elle en est d'accord. Hein. Non, pourquoi la pénaliser? Elle suit ses études pareil à la maison, puis elle vit sa vie comme une enfant normale. Quand elle aura 20 ans, 30 ans, on verra plus tard. En ce qui concerne donc le mode de vie, les activités, on avait vous, monsieur, donc, qui nous parlait de votre activité avant de forain qui se perd, ces activités qui se perdent. Pourquoi ça se perd, à votre avis? J'aimerais savoir pourquoi ces activités se perdent. Je vois là-bas que ça veut réagir, là. Je vais vous laisser parler, on verra après dans le public. Je pense que c'est la difficulté économique, c'est le problème économique qui est encore aujourd'hui. On voit bien qu'au niveau national aussi, au niveau international, c'est les grandes entreprises, c'est le marché international, etc. Et le petit artisan aussi, il a des difficultés. Le petit commerçant aussi, qu'il soit nomade, gitan, voyageur, etc. Donc on a cette difficulté aujourd'hui de voir que la concentration, la recherche du profit maximum, etc., conduit en effet à faire qu'un certain nombre de métiers qui étaient encore valorisés il y a encore pas très quelques années sont en train de disparaître parce que c'est plus rentable, parce que c'est de plus en plus difficile. Alors, ceci étant, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent aujourd'hui. On a parlé, à propos des ferrailleurs, mais il peut y avoir, et beaucoup réfléchissent à ça aujourd'hui, tout ce qui est les métiers de récupération. On parle beaucoup d'écologie, d'environnement, etc. Mais je pense qu'il y a là toute une mine de métiers nouveaux que les gens du voyage seraient parfaitement à même de répondre. Tout ce qui est par exemple la récupération de tous les matériels informatiques, etc. Déjà en plus là il n'y a pas besoin d'avoir des grandes entreprises, des grands dépôts. Ça pourrait aussi se faire. Il y a des choses extrêmement importantes de grande valeur. Pour l'instant on embarque tout ça et on les envoie, je sais pas, en Inde ou ailleurs. Bon, je pense qu'il y a là des filières nouvelles de valorisation de métiers qui correspondent exactement
à leur mode de vie qui pourrait largement se développer. Hein. Bon, mais bien sûr, ça veut dire qu'il faut que la réglementation soit appliquée. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, pour le moindre des métiers, il faut maintenant un CAP, un diplôme, etc. Et évidemment, pour une partie d'entre eux, ils n'ont pas été à ces éléments-là permettant d'avoir les CAP, etc. Donc ils sont interdits des registres du commerce, non, des registres des métiers surtout. Donc ils ont d'énormes difficultés de ce côté-là. Il faudrait qu'on puisse regarder davantage quels métiers pourraient être ouverts, quitte à ce qu'il y ait une formation particulière qui leur serait destinée parce qu'ils sont les mieux à même de répondre à cette capacité de s'adapter tous les jours à des situations différentes et de faire X métiers dans l'année. Je pense par exemple à un exemple qui est très intéressant que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Maintenant, on a développé depuis quelques années maintenant les chalets de Noël. Vous savez, au mois de Noël, il y a des chalets dans toutes les villes, etc. Bon, il se trouve qu'une partie des voyageurs ont décidé de se mettre dans ce métier-là. Ils achètent au mois de septembre des camions entiers de cabanes comme ça en Italie. Ils les apportent, ils les distribuent, ils passent des contrats avec les mairies, avec les chambres de commerce, ils montent les cabanes pendant la période des fêtes. Quelquefois, ils sont commerçants dans ces cabanes, et quelques semaines après, ça dure combien? 2 mois de l'année? Et pendant 2 mois, ils gagnent bien leur vie. Voilà des genres de métiers et après, ils vont faire autre chose, ils vont faire les vendanges, car il y en a encore qui sont vendangeurs, qui font... savez-vous, par exemple, qu'on n'aurait pas de champagne du tout s'il n'y avait pas de gens du voyage? 80% de ceux qui ramassent notre champagne, même chose à Bordeaux, etc., ce sont des voyageurs. Et c'est formidable pour les fabricants de champagne, enfin les producteurs de champagne. Ils téléphonent, le champagne est bon, il est mûr, vous venez, il y a 10 caravanes qui arrivent avec tout le monde, ils se mettent au travail et en 3 jours, la chose est terminée. Voilà, donc voilà ce genre de métier qui reste encore aujourd'hui tout à fait indispensable. Il y a beaucoup de pistes encore à avoir, même si en effet les métiers traditionnels, peau de lapin. Quand j'étais gamin, moi, on nous disait il faut ramasser les peaux de lapin, puis parce qu'il va peau de lapin, puis alors on donnait 3 sous, on gagnait 3 sous en donnant le pot de lapin. Voilà. Très bien, je vous remercie.